Quand ma mère est morte, j'avais 10 ans. C'était comme si le monde venait de s'écrouler. Nous avons tous plongé dans une sorte de nuit froide qui a duré longtemps. Petit à petit, le soleil est revenu. Il a à nouveau traversé les carreaux de notre grande et vieille maison. Il nous a apporté la chaleur, mais pas la consolation. Comme mon père enseignait à l'université, je suis venue vivre ici, auprès de notre vieille nounou et de mon oncle, Vania, que j'aime tant. C'est comme ça que j'ai grandi loin de la ville. Dans la maison, rien n'a changé. Tout est resté à la même place. Les meubles, les cadres, les petits objets familiers que nounou époussette chaque semaine, et le piano de maman. Quand j'ai été en âge de travailler, j'ai aidé mon oncle dans la direction du domaine. Maintenant, je sais un peu tout faire. Les travaux des champs, les comptes, les marchés. Cette histoire, c'est une histoire de famille, presque comme les autres, avec ses secrets, ses joies, ses peines, ses souvenirs. Elle commence un après-midi d'été, dans le jardin de la maison, sous le vieux peuplier. Tiens, prends ça, mon bonhomme. Non, merci. Une petite vodka, peut-être? Non, merci. Pas tous les jours, la vodka, et puis on étouffe aujourd'hui. Dis-moi, Nounou, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Combien de temps? Attends voir. Tu es arrivé par ici, c'était quand déjà? Vera Petrovna, la maman de Sonia, Dieu la protège, était encore de ce monde. Et tu es venu ici 2 hivers de suite. Alors, ça doit bien faire quelque chose comme 11 ans, ou peut-être un peu plus. J'ai beaucoup changé. Comment te dire? Tu étais jeune et beau. Maintenant, tu commences à te faire vieux. Et puis, tu n'as plus tout à fait la même beauté. Faut dire aussi que tu as une bonne descente. Ouais, en 10 ans, je suis devenu quelqu'un d'autre. Et pour quelle raison? Le travail, Nounou. Toujours sur la route et jamais de repos. La nuit, j'ai peur qu'on vienne me tirer du lit pour me traîner chez un malade. Depuis que nous nous connaissons, je n'ai pas eu un jour de liberté. Comment ne pas vieillir? Ma vie est monotone, sale et stupide. Une vie comme ça vous enlise. Et autour de nous, que des gens détraqués. En les côtoyant pendant 2 ou 3 ans, on devient aussi, sans s'en apercevoir, le destin est cruel. Tiens, regarde cette barbe qui est en train de me pousser, elle n'est pas ridicule. Je me suis détraqué, moi aussi, Nounou. Pas encore complètement abruti, Dieu merci, le cerveau tient encore le coup, mais les sentiments se sont émoussés, ou je ne sais pas, j'ai envie de rien, j'ai besoin de rien, et je n'aime personne. Sauf toi, peut-être. Quand j'étais petit, j'avais une nounou comme toi. Tu veux manger quelque chose? Non, merci. La 3e semaine du Grand Carême, je suis allé à Malitskoye pour une épidémie de typhus. Dans les maisons, il y avait des corps partout, entassés dans la saleté, la puanteur et la fumée, les veaux et les cochons pêle-mêle avec les malades. J'ai travaillé toute la journée sans m'arrêter, même pas pour manger. Et à peine rentré à la maison, on m'a apporté un aiguilleur de la voie ferrée dans un sale état. Je l'ai allongé sur la table pour l'opérer, et le voilà qui me claque sous l'anesthésie. Et pile, quand il ne fallait pas, mes sentiments se sont réveillés. Ça m'a pesé sur la conscience, comme si j'étais responsable de sa mort. Je me suis assis, j'ai fermé les yeux, et j'ai pensé à ceux qui vivront après nous, dans 100 ans ou 200 ans, tous ceux pour qui nous aurons ouvert la voie. Tu crois qu'ils penseront du bien de nous? Ils ne sauront même pas que nous avons existé. Les hommes, non. Mais Dieu se souviendra. Merci. Voilà qui est bien dit. Ouais. Ouais. Tu as bien dormi? Ah ouais, très bien. Depuis que le professeur habite ici avec sa femme, la vie a complètement changé. Je me couche à pas d'heure, je mange tout et n'importe quoi. Des plats extravagants, je bois du vin.
pas bon tout ça. Avant, avec Sonia, on n'avait pas une minute à soi, on travaillait du matin au soir. Maintenant, elle travaille toute seule et moi, je dors, je mange, je bois. Ça va pas du tout. Drôle de vie. Le professeur se lève à midi, quand le thé est prêt depuis une bonne demi-heure. Avant, on déjeunait vers 1h, comme les honnêtes gens. Maintenant, c'est à 7h. La nuit, le professeur lit et écrit. Et vous n'allez pas le croire. Tout à coup, à 2h, on sonne. Il lui faut du thé. Et que je te réveille les domestiques et qu'on lui prépare son thé. Ah non, drôle de vie. Drôle de vie. Ils vont rester encore longtemps? 100 ans, il a décidé de vivre ici. Le thé est préparé depuis 2 heures sur la table et ils sont partis se promener. Tiens, et voilà. Ne te fais pas de soucis. Voilà cette première scène de l'acte 1. Et nous allons tout de suite aller à la fin de l'acte 1. Une scène entre oncle Vania à nouveau et Elena, la femme du professeur. Après un moment de tension dans le jardin, sur des sujets divers, notamment sur l'écriture, et une dispute qui est née entre différents protagonistes. Oncle Vania et Elena se retrouvent seuls, et je vous laisse découvrir la teneur de leurs propos. Je change juste la caméra, je fais la mise au point, et je vous donne un petit top quand vous êtes prêts. Quand c'est prêt plutôt. Vous vous êtes conduit d'une manière impossible. Pourquoi aviez-vous besoin de vous énerver au sujet du mouvement perpétuel? Et tout à l'heure, pendant le déjeuner, vous vous êtes encore pris le bec avec mon mari. Comme c'est petit. Mais si je le déteste... Mais il n'y a pas de quoi le détester. Il n'est ni plus ni moins comme tout le monde. Il n'est pas pire que vous, en tout cas. Si vous pouviez voir votre tête et la façon que vous avez de vous mouvoir et la paresse qui émane de toute votre vie, mon Dieu, mais quelle paresse! La paresse ou l'ennui. Vous dites tous du mal de mon mari. Vous me regardez tous avec pitié. La pauvre, elle a un vieux mari. Bah, mais cette compassion! Tenez, comme vient de le dire le docteur, oui, vous détruisez les forêts sans vous en rendre compte, et il n'y aura bientôt plus rien sur la terre. Eh bien, vous détruisez l'homme de la même façon. Bientôt, à cause de gens comme vous, il n'y aura plus ni fidélité, ni pureté, ni esprit de sacrifice. Et pourquoi ne pouvez-vous pas regarder sans jugement une femme qui n'est pas la vôtre? Parce que, et le docteur a bien raison, vous êtes tous habités par le génie de la destruction. Vous n'avez pitié ni des forêts, ni des arbres, ni des femmes, ni de personne. Je n'aime pas cette philosophie. Ce médecin porte la fatigue sur son visage. Il a les traits tirés, mais je trouve sa physionomie intéressante. Il est évident qu'il plaît à Sonia. Elle est amoureuse de lui, ça se voit. Je la comprends. Il est venu déjà 3 fois depuis que nous sommes ici. Mais par timidité, je n'ai pas réussi à lui parler comme j'aurais dû. Je n'ai pas su l'apprivoiser. Il a sans doute cru que j'étais méchante. Vous et moi, si nous sommes liés d'une telle amitié, c'est vraisemblablement parce que nous sommes tristes et ennuyeux. Oui, je le pense. Et arrêtez de me regarder comme ça, je n'aime pas ça. Comment pourrais-je vous regarder autrement, puisque je vous aime? Vous êtes mon bonheur, ma jeunesse, ma vie. Je sais que mes chances d'être aimé en retour sont quasi nulles, mais je ne demande rien. Permettez-moi seulement de vous regarder, d'écouter votre voix. Chut, on pourrait nous entendre. Mais laissez-moi vous parler de mon amour. Ne me repoussez pas. Ce sera pour moi le plus grand des bonheurs. Quel ennui! Voilà, le temps que mon doigt trouve la caméra. Je vais maintenant prendre la direction de Françoise qui va vous expliquer la scène que nous allons voir. Je vais changer à nouveau la caméra de
position. Désolé, vous voyez mes gros doigts. Attends que la mise au point se fasse. Et nous voici au début de l'acte 2. L'orage qui commence, pourquoi? Parce que évidemment la nuit est longue, chaude, l'orage n'a pas encore éclaté et Sérébriakov a du mal à dormir. Mais quand il a du mal à dormir, il devient irascible. Donc nous allons le voir dans cette scène magnifique avec Elena et quand il appelle également à la rescousse sa fille Sonia. Merci. Qui est là? Sonia, c'est toi? Non, c'est moi. C'est toi, ma chérie. Je ressens une douleur atroce. Ton plaid a glissé sur le sol. Je vais aller fermer la fenêtre. Non, 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 j'étouffe. Je me suis endormi, j'ai rêvé que ma jambe gauche ne m'appartenait plus. Je me suis réveillé avec une souffrance atroce. Ce n'est pas la goutte, ça. Ce sont les rhumatismes. Quelle heure est-il? Minuit 20. Demain matin, tu pourras aller me chercher les œuvres de Batiushkov dans la bibliothèque. Je crois que nous les avons. Pardon? Les œuvres de Batiushkov. Et pourquoi j'ai tant de mal à respirer? Tu es fatigué. Ça fait 2 nuits que tu ne dors pas. On dit que Tourgueniev a fait un infarctus à cause de la goutte. J'ai peur que ça m'arrive aussi. Maudite vieillesse, qu'elle aille au diable. Quand j'ai commencé à vieillir, je me suis dégoûté moi-même. Et je suis sûr que ça vous dégoûte aussi de me voir. Tu parles de ta vieillesse comme si nous en étions la cause. Je te dégoûte, toi la première, et tu en as toutes les raisons, je peux le comprendre. Tu es jeune, belle, en parfaite santé, et tu croques la vie à pleines dents. Moi, je ne suis qu'un vieillard, presque un cadavre. Tu crois que je ne me rends pas compte? C'est en effet complètement stupide que je sois encore vivant. Mais attendez, bientôt vous serez débarrassé de moi, je n'en ai plus pour l'autre. Tu m'épuises. Au nom du ciel, tais-toi. Je me rends compte que j'épuise tout le monde, que je pousse tout le monde à bout. Tout le monde s'ennuie, perd sa vigueur. Moi seul, je profite de la vie et je suis heureux. C'est ça. Tais-toi, c'est insupportable. Tu tortures tout le monde, c'est ça? Oui, oui, c'est une torture. Et dis-moi ce dont tu as besoin. Je n'ai besoin de rien. Et alors tais-toi! Je t'en prie. C'est drôle. Quand Vania parle, tout le monde l'écoute. Et moi, quand j'ai l'audace de ne dire ne serait-ce qu'un mot, le malheur s'abat sur vous tous. Même ma voix vous est désagréable. Admettons que je vous dégoûte, que je sois égoïste, que je sois un despote. Mais à mon âge, j'ai bien le droit d'être un peu égoïste, non? Tu penses que je ne l'ai pas mérité? Je te le demande. Je n'ai pas le droit à une vieillesse tranquille, et ne serait-ce qu'un peu d'attention. Personne ne conteste tes droits. Le vent s'est levé, je vais aller fermer la fenêtre, il va pleuvoir. Personne ne te conteste tes droits. Toute une vie à œuvrer pour la science, à s'astreindre à la solitude de son bureau, à se dévouer pour son auditoire et ses éminents collègues, et tout à coup, sans rime ni raison, se retrouver dans ce tombeau, voir tous les jours des gens idiots, écouter les conversations creuses. Je veux vivre. J'aime la vie, j'aime le bruit, j'aime le succès, la notoriété. Ici, c'est l'exil. À chaque instant, le passé me revient en visage comme un regret. J'observe de loin la réussite des autres. La peur de la mort ne me lâche pas. Et par-dessus le marché, je ne trouve personne pour me pardonner d'être vieux. Attends un peu. Sois patient. Dans quelques années, je serai vieille, moi aussi. Papa, tu envoies chercher le docteur et quand il est là, tu refuses de le voir? On ne dérange pas les gens pour rien. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ton astrophe? Il connaît la médecine comme moi l'astronomie. Tu crois qu'on a besoin de faire venir toute la faculté de médecine pour une crise de goutte? Je ne veux même pas lui adresser la parole à cette espèce d'excentrique. Comme tu voudras. Ça n'a pas d'importance. Quelle heure est-il? Presque 1 heure. J'étouffe. Sonia, donne-moi les gouttes qui sont sur la table, s'il te plaît. Tout de suite, papa. Mais non, pas celle-là. On ne peut vraiment rien demander. Papa, s'il te plaît, pas de caprice. Ça plaît peut-être à d'autres, mais moi, j'aimerais bien en être épargnée. Je n'aime pas ça.
Et puis, je n'ai pas le temps. Je dois me lever tôt. Demain, on fait les foins. Et en effet, le lendemain, ils iront faire les foins, mais nous ne le verrons pas. Ça serait trop difficile à mettre en scène, les foins. Alors, on va maintenant poursuivre notre traversée de l'acte 2, cet acte qui se passe donc la nuit, cette nuit d'orage, pour retrouver Elena avec oncle Vania, pour une scène où Vania va à nouveau essayer de déclarer son amour à Elena. Je vais les rejoindre dans les gradins. Je mets mes gros doigts sur la tablette. J'en peux plus. Je tiens plus debout. Vous, c'est lui qui vous épuise. Moi, je m'épuise tout seul. 3 nuits que je n'ai pas dormi. Rien ne va plus dans cette maison. Mon mari est irrité. Il n'a pas confiance en vous. Il a peur de vous. Sonia se fâche contre son père et ça fait 2 semaines qu'elle ne m'adresse pas la parole. Vous haïssez mon mari et moi je suis sur les nerfs. J'ai failli pleurer au moins 20 fois aujourd'hui. Il y a de mauvaises ondes dans cette maison. Je vous en prie pas de philosophie. Oh, Vania, vous êtes un homme intelligent, cultivé. Vous devriez comprendre que ce qui perd le monde, ce ne sont pas les criminels ou les incendies, mais c'est la haine, l'inimitié et toutes ces petites querelles mesquines. Vous pourriez réconcilier tout le monde au lieu de rester là à ronchonner. Réconciliez-moi d'abord avec moi-même. Ma chérie. Laissez-moi. Allez-vous-en. La pluie va s'arrêter. Et dans la nature, tout sera rafraîchi. À part moi-même. Jour et nuit, cette idée que ma vie est perdue pour toujours me poursuit comme un démon. Le passé n'est plus rien, il s'est consumé en fadaise. Et le présent est affreux, vide, inutile. Voilà ma vie et mon amour. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? À quoi me servent-ils? Mes sentiments se perdent inutilement, comme un rayon de soleil à travers un trou. Et moi aussi, je me perds. Mais quand vous me parlez de votre amour, j'ai l'impression de devenir complètement cloche. Et je ne sais pas quoi dire. Pardon, mais je n'ai rien à vous répondre. Bonne nuit. Si vous saviez comme je souffre, quand je pense qu'à côté de moi, dans cette maison, votre vie aussi part à volo. Mais qu'attendez-vous? À quelle philosophie débile vous raccrochez-vous? Essayez donc d'ouvrir les yeux, de comprendre. Vania, vous avez bu? Ça se pourrait. Possible. Où est le docteur? Là-bas, il dort chez moi. Possible, oui, possible. Tout est possible. Alors vous avez encore bu? Mais pourquoi? Quand on a bu, la vie ressemble quand même à une vie. Vous ne pouvez pas m'en empêcher, Elena. Avant, vous ne buviez pas? Et vous ne parliez pas tant? Allez vous coucher, vous m'ennuyez. Ma chérie, ma sublime. Mais laissez-moi, ça me dégoûte à la fin. Elle est partie. Je l'ai rencontrée il y a 10 ans chez ma défunte sœur. Elle avait 17 ans et moi 37. Pourquoi ne suis-je pas tombé amoureux d'elle à l'époque? Pourquoi ne l'ai-je pas demandé en mariage? Ça aurait été possible. Maintenant, elle serait ma femme. L'orage nous aurait réveillés tous les deux et en la serrant contre moi, je lui aurais chuchoté « N'aie pas peur, mon amour, je suis là. » Oh, les belles pensées, comme c'est bon. Ça me fait même rire. Tout s'embrouille dans ma tête. Pourquoi suis-je déjà vieux?
Pourquoi ne veut-elle pas me comprendre? Sa rhétorique, sa morale paresseuse, ses pensées absurdes sur la fin du monde, tout ça m'est profondément insupportable. Comme je me suis trompé. J'ai tellement admiré ce professeur, ce goûteux minable, et j'ai travaillé pour lui comme un bœuf. Avec Sonia, nous avons tiré de cette terre tout ce que nous avons pu. Nous avons vendu sur les marchés de l'huile, des pois, du fromage blanc, pour ramasser copec par copec les milliers de roubles qu'on lui a envoyés. Nous n'avons pas toujours mangé à notre faim. J'étais fier de lui, de son savoir. Je vivais, je respirais pour lui. Tout ce qu'il écrivait ou prononçait, je trouvais ça génial. Mon Dieu. Maintenant, le voilà à la retraite. Et on voit le vide total qu'aurait été sa vie. On ne se souviendra même pas d'une seule page de ses écrits. Il n'est rien, une bulle de savon. Je me suis trompé. Comme un imbécile, je me suis trompé. Et voilà, je rejoins Françoise, qui va, quand tu seras dans la lumière, merci, voilà, nous donner la suite. Nous sommes toujours dans l'acte 2 et comme vous avez pu le comprendre, Elena et Sonia ne s'entendent plus très bien depuis quelque temps et nous allons assister bien sûr à leur réconciliation dans cette scène. Merci. L'orage est passé, que l'air est bon. Où est le docteur? Il est sorti. Sonia? Oui. Jusqu'à quand allez-vous me faire la tête? On ne s'est fait aucun mal l'une à l'autre, alors pourquoi être ennemis? Arrêtez. J'en avais envie, moi aussi. Ne soyons plus fâchés. C'est beaucoup mieux comme ça. Papa est couché? Non. Il est assis dans le salon. On ne se parle plus depuis plusieurs semaines et je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Le docteur a dîné. Et il y a même du vin. Buvons à notre amitié et tutoyons-nous. Oui, c'est ça, buvons. Dans le même verre. C'est mieux comme ça. Alors, toi aussi tu voulais? Je voulais qu'on fasse la paix depuis longtemps. Mais j'avais honte. Pourquoi pleures-tu? Ce n'est rien. Arrête. Arrête. Arrête! Et moi aussi, comme une cloche, je me mets à pleurer. Tu es fâché contre moi parce que tu penses que j'ai épousé ton père par calcul. Si tu crois au serment, je te le jure, je me suis mariée par amour. Je suis tombée amoureuse de l'érudit qu'il était, de l'homme célèbre. Mais c'était pas de l'amour, je me trompais. Même si je croyais à cette époque que c'en était et du vrai, j'y suis pour rien. Et toi, depuis que nous sommes mariés, tu n'as pas arrêté de me fusiller de ton regard intelligent et soupçonneux. Allez, faisons la paix. Oublions ça. Il ne faut pas que tu regardes autour de toi comme ça. Ça ne te va pas. Il faut faire confiance aux gens, sinon on ne peut pas vivre. Dis-moi, sincèrement, comme si tu parlais à une amie. Est-ce que tu es heureuse? Non. Je m'en doutais. Encore une question. Et tu me réponds franchement. Est-ce que tu voudrais avoir un mari jeune? Mais quelle gamine tu fais. Mais évidemment que je le voudrais. Allez, demande-moi encore quelque chose. Le docteur te plaît? Beaucoup. J'ai l'air bête, non?
Il est parti et j'entends toujours sa voix et ses pas. Et si je regarde la fenêtre, j'y vois encore son reflet. Je vais te dire la vérité, mais je ne veux pas parler fort, j'ai trop honte. Viens dans ma chambre, là nous pourrons parler. Tu me trouves idiote, non? Dis-moi quelque chose sur lui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est intelligent, il sait tout faire, il peut tout faire. Il soigne les gens et plante des arbres. Il ne s'agit pas d'arbres, ni de médecine. Ma chérie, il s'agit de talent. Et le talent, tu sais ce que c'est? C'est le courage. C'est la liberté de penser. C'est l'ouverture d'esprit. Quand il plante un arbre, il pense à ce que ça donnera dans 1000 ans. Et il devine alors ce que sera le bonheur de l'humanité. De tels gens sont rares. Il faut les aimer. Et le bois, parfois il est un peu grossier, mais qu'est-ce que ça peut faire? Un homme de talent en Russie ne peut pas ressembler à une gravure de mode. Imagine un peu sa vie. La boue inextricable des chemins, le gel, les tempêtes de neige, et partout des gens grossiers, sauvages, entourés par la misère et la maladie. Pour celui qui travaille et se bat chaque jour dans ces conditions, pas facile à 40 ans d'être élégant ni de rester sobre. De tout mon cœur, je te souhaite d'être heureuse. Tu le mérites. Moi, je suis pénible et anecdotique. Dans la maison de mon mari, dans le roman de ma vie, en musique, partout. Je n'ai été qu'une anecdote. En vérité, Sonia, je suis très malheureuse. Et le bonheur n'est pas fait pour moi, vraiment pas. Pourquoi tu ris? Je suis heureuse. Si heureuse. J'ai envie de me mettre au piano. Je peux? J'aimerais bien jouer quelque chose. Oh, vas-y. J'ai pas du tout envie de dormir. Ah, attends. Ton père n'est pas couché et quand il est malade, la musique, ça l'irrite. Va lui demander si je peux. Allez, j'y vais. Il y a longtemps que je n'ai pas joué. Je vais jouer et pleurer. Je vais pleurer comme une idiote. Voilà la fin de cette scène de réconciliation qui est aussi la dernière scène de l'acte 2 qui se passe la nuit. Et je vais rejoindre Françoise sur la scène pour qu'elle nous présente cette scène de l'acte 3 que nous allons voir, qui est un peu le nœud de la pièce. Alors je me dirige vers vous. Hop, petite seconde que je fasse la mise au point. Quand tu veux. Nous voilà donc à l'acte 3 et c'est une scène importante puisque Sérébriakov met un coup de pied dans la fourmilière, j'ai envie de dire, et en décidant tout d'un coup de vendre le domaine. Donc il va l'annoncer à toute la famille qui n'est pas présente sur ce plateau. Vous ne verrez là que Vania et Sérébriakov, mais normalement tout le monde est là à ce moment-là. Voilà, pour réagir aux différentes nouvelles. Merci. Petite seconde, j'attends que ça se mette en... Quand vous voulez. Messieurs, dames, je vais commencer. Je vous ai tous réunis pour vous annoncer l'arrivée prochaine d'un conseiller d'État. Non, je plaisante. Il s'agit d'une affaire sérieuse. Je vous ai tous réunis pour vous demander aide et conseil. Et connaissant votre amabilité coutumière, je sais que vous ne me refuserez ni l'un ni l'autre.
Je suis un homme de science, un homme de lettres, et je n'ai jamais eu le sens pratique. Je ne peux donc me passer des conseils de personnes éclairées. Aussi, fais-je appel à vous tous. Manette, omnes, una, nox. Autrement dit, nous sommes tous dans la main de Dieu. Je suis vieux et malade, et il me paraît nécessaire de régulariser dans les temps les affaires touchant ma famille. J'ai une femme jeune et une fille à marier. Je ne peux pas vivre à la campagne. Nous ne sommes pas faits pour ça. Et vivre en ville avec les revenus que nous procure ce domaine n'est pas possible. Vous me direz, on pourrait vendre la forêt, par exemple. Mais ce serait une mesure exceptionnelle qu'on ne pourrait pas réitérer chaque année. Il nous faut donc trouver des moyens de nous assurer une rente régulière et suffisante. J'en ai trouvé un et j'ai l'honneur de vous le soumettre. Sans entrer dans les détails, je voudrais vous en expliquer les grands principes. Notre propriété ne rapporte en moyenne pas plus de 2%. Je propose qu'on la vende. Et en plaçant l'argent, nous pourrons obtenir dans les 4 à 5%. Et il y aura même un excédent de plusieurs milliers de roubles qui nous permettra d'acheter, par exemple, une petite villa en Finlande. Attends, je crois que je n'ai pas bien entendu. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Placer l'argent et avec l'excédent, acheter une petite villa en Finlande. Je parlais pas de la Finlande, là. Je propose que nous vendions le domaine. Voilà, c'est exactement ça. Tu veux vendre le domaine. Parfait. Riche idée. Et où veux-tu qu'on aille, nous, avec Sonia et notre vieille nounou? Nous réglerons la question en temps et en heure, une chose après l'autre. Tu permets? Il est évident que jusqu'à présent, je n'ai pas eu une once de bon sens. Jusqu'à présent, j'ai eu la bêtise de croire que cette propriété appartenait à Sonia. Feu, mon père, l'avait acheté pour servir de dot à ma sœur. Et j'ai dû lire les mots de travers. Je pensais que les biens de ma sœur allaient à sa fille, Sonia. Oui, le domaine appartient à Sonia, personne ne dit le contraire. Sans son consentement, je ne prendrai pas la décision de le vendre. C'est tout ce que je propose est justement dans son intérêt. C'est invraisemblable. Invraisemblable. Je crois que je suis devenu dingue. Allez, donnez-moi de l'eau. Dites ce que vous voulez. Mais je ne vois vraiment pas pourquoi tout t'énerve. Je n'ai jamais dit que mon projet était idéal. Si tout le monde trouve qu'il est naze, je n'insisterai pas. Ce bien a été acheté en temps 95 000 roubles. Mon père n'en a payé que 70. Et il restait donc 25 000 à devoir. Maintenant, écoutez. Ce domaine n'aurait pas pu être acheté si je n'avais renoncé à ma part d'héritage en faveur de ma sœur, que j'aimais tendrement. Et c'est pas tout. Pendant 10 ans, j'ai travaillé comme un bœuf pour payer ce qu'il y avait encore à régler. Je regrette d'avoir entamé cette conversation. Il n'y a pas d'hypothèque sur la propriété et elle est en parfait état grâce aux efforts que j'ai fournis. Et maintenant que je suis vieux, on va me foutre dehors? Je ne comprends pas où tu veux en venir. J'ai dirigé ce domaine pendant 25 ans. J'ai travaillé. Je t'ai envoyé de l'argent comme un employé scrupuleux. Et pas une seule fois tu m'as remercié. Du premier jour jusqu'à aujourd'hui, j'ai reçu de ta part un salaire annuel de 500 roubles, c'est-à-dire une misère. Et jamais tu n'as songé à m'augmenter, ne serait-ce que d'1 rouble. Mais Vania, qu'est-ce que je pouvais en savoir? Je n'ai aucun sens pratique. Tu pouvais t'augmenter autant que tu le voulais. Ah ouais? Mais bien sûr. Et pourquoi ne t'aurais-je pas volé tant qu'on y est? Hein? Pourquoi ne méprisez-vous pas tous de ne pas t'avoir volé? Ça aurait été justice de le faire. Et je ne me retrouverai pas là maintenant à jouer les mendiants. Pendant 25 ans, je suis resté là, comme un rat entre ces 4 murs. Avec Sonia, toutes nos pensées allaient vers toi. Le jour, nous parlions de toi avec fierté, nous prononcions ton nom avec respect. Nous perdions nos nuits à lire des livres et des revues que je méprise aujourd'hui profondément. Je ne comprends pas où tu veux en venir. Mais pour nous, t'étais un être supérieur. Tes écrits, on les connaissait par cœur. Mais maintenant, j'ai les yeux ouverts, je comprends, je vois tout. T'écris sur l'art, mais tu comprends rien. Tous tes travaux que j'aimais ne valent pas un copec. Tu nous as tout simplement roulés dans la farine. Mais faites-le taire à la fin, je m'en vais. Et ils vont partir. Ils vont partir, le professeur avec sa femme, et ils vont quitter la maison en laissant bien sûr la trace de leur passage dans les esprits de chacun. Et nous allons, pour terminer ce moment de théâtre avec vous, vous présenter la scène d'adieu entre Astrophe, le médecin,
écologiste, et Elena, la femme du professeur. Je pars. Adieu. Déjà, Tout est prêt. adieu. Vous m'avez promis de partir aujourd'hui. Je m'en souviens et je vais partir. Vous avez eu peur? C'est donc si terrible? Oui. Et si vous restiez, hein? Demain à la maison forestière? Non, c'est décidé. Et c'est pour ça que j'arrive à vous regarder dans les yeux, parce que notre départ est décidé. Mais je voudrais vous demander une chose. Ne pensez pas trop de mal de moi. J'aimerais que vous ayez du respect pour moi. Allez, restez, je vous en prie. Avouez que vous ne trouvez rien à faire ici-bas, vous n'avez aucun but, et tôt ou tard, vous succomberez à l'amour, c'est écrit. Alors mieux vaut que ce ne soit pas à Kharkov, à Koursk ou ailleurs, mais ici, au milieu de la nature, ce serait poétique au moins. Et puis, l'automne est si beau, il y a la forêt, des maisons de campagne à moitié délabrées. On se croirait chez Tourguenieff. Vous êtes drôle. Je suis fâchée. Je suis fâchée contre vous. Mais je crois que je penserai à vous avec plaisir. Vous êtes un homme intéressant, original. On ne se reverra plus jamais, alors pourquoi vous le cachez? Vous m'avez fait un peu battre le cœur. Voilà. Serrons-nous la main et quittons-nous bons amis. Ne gardez pas un trop mauvais souvenir de moi. Mais oui, partez. Vous avez l'air d'avoir du cœur et pourtant il y a quelque chose d'étrange chez vous. Vous êtes arrivé ici avec votre mari et tous ceux qui travaillaient essayaient de créer quelque chose de plus soir, de s'occuper de la vie de votre mari pendant que vous avez contaminé avec votre pareil. Je suis tombé amoureux de vous, ça fait 1 mois que je ne fais plus rien. Et pendant ce temps-là, les gens sont malades et les paysans font brouter leur bétail dans mes pépinières. Où que vous arriviez, votre mari et vous apportez le chaos. Bon, j'exagère, bien sûr, mais c'est quand même étrange. Et je suis persuadé que si vous étiez resté plus longtemps, les dégâts auraient été énormes. Et je me serais perdu, moi aussi, et ça n'aurait pas été mieux pour vous. Allez, partez. Finita la commedia. Voilà, on est presque à la fin de la pièce, on ne bougera pas le reste. Vous serez bien sûr les bienvenus l'année prochaine, en mars 2022 au Scala pour voir le spectacle, pour ceux qui le souhaitent. Et puis, vous aurez aussi possibilité de voir des extraits de la pièce, une vingtaine de minutes qui ont été filmés l'année dernière à la création, en 2019, à l'automne, et qui vous permettront d'avoir un peu le parfum de ce que j'appelle le paysage autour des comédiens, c'est-à-dire scénographie, lumière, costume, voilà, et qui donne tout ce relief à cette pièce. Maintenant, nous allons retrouver les comédiens dans les gradins, et puis nous allons répondre à vos questions si vous en avez. Nous sommes à votre disposition, et je change la caméra de place. Là, je vous propose, les élèves, de remettre vos caméras et vos micros. Toutes et tous. Ah bon, on voit des visages. Bonjour à toutes et à tous. Oui, on voit les visages. Bonjour, bonjour. Ouais, bonjour, bonjour. Bonjour. Ah. Alors, Non, en fait, nous, on ne vous voit pas parce que moi, j'ai l'écran vers moi et je filme les comédiens, donc oui. ils ne vous voient pas. Mais peut-être, je vais peut-être tourner la tablette 30 secondes. Alors, vous allez avoir le tournis un petit peu, mais oui, comme ça. Bah, ils ne vous voient pas, mais... Bah non, parce que... Alors, faites bonjour maintenant, comme ça. Voilà. Chacun son tour. Tu me vois pas. Voilà. Alors moi, je vais juste intervenir une fois et après je me tais, hein, parce que ce n'est pas mon rôle hein, de poser des questions, ça sera aux élèves. Donc c'est Thierry qui vous parle, si vous m'entendez. Oui. Bonjour Thierry. Bonjour.
Moi, je voulais juste vous remercier parce que d'abord, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu du spectacle vivant et c'est vraiment du spectacle vivant que vous nous avez montré parce que vraiment, ça fonctionne fort, votre proposition, de mon point de vue. Les lignes de même face écran, face caméra, les lignes de tension existent. Et c'est drôle, je me disais, avant, en relisant une première fois la pièce avec les élèves, que je comprenais comment parfois on avait pu tomber dans le piège d'une sorte de langueur monotone dans Tchekhov. Mais alors, ce que vous proposez est bouillonnant. Ils sont, même en inertie, ils sont bouillonnants de vie. On se dit que c'est vraiment, chaque scène est complètement remplie d'énergie. Et c'est vraiment des êtres très, très vivants qu'on a en face de nous et pas une sorte de langueur russe un peu cliché comme on a pu l'avoir parfois. Donc, c'est vraiment une vraie réussite, hein, je le dis sans flagornerie. Merci. Et maintenant, à vous, chers élèves de spécialité théâtre du lycée des Bretonnniers, sans ordre, sans questions préparées. C'est comme chaque fois que l'un se lance et après tout ira mieux. Merci. Vas-y, Mana. Est-ce qu'on peut tous juste allumer nos micros et applaudir, juste pour faire... Bravo! Oui. Bravo, bravo! Merci, merci. C'est très touchant de vous retrouver même, même à distance. Vous ne pouvez pas savoir comme le manque est vraiment des deux côtés et comme on se sent complètement... on se sent complètement à côté de nos pompes dans cette période traversée là qu'on traverse tous ensemble. Et on n'est pas les plus malheureux, hein, bien sûr, mais c'est quand même une grande douleur d'être privé du public et du partage. Voilà. Alors, est-ce que Mana, est-ce que tu avais aussi une question à poser? Je prends la balle au bon, non? Moi, j'avais quelque chose à te dire si jamais. Oui, Julie. Déjà, je voulais dire que tout le monde a joué d'une manière incroyable et que ça fait vraiment du bien, comme M. Simon l'a dit, et que j'ai adoré particulièrement le jeu de l'acteur de Serebriakov. Et du coup, je tenais à le préciser. Voilà. Merci, il est content. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Vas-y, déjà, je voulais vous féliciter parce que jouer dans des conditions pareilles, c'est assez compliqué parce que là, je m'imagine bien Olivier qui tient la tablette, quoi, en fait, qui les filme comme ça. Et donc, regarder une tablette, c'est pas idéal pour jouer, on va dire, il y a mieux. Donc déjà, bravo. Et j'avais une question parce que dans les scènes à deux, j'avais remarqué qu'à chaque fois, il y avait un des deux acteurs qui, quand il jouait, il s'adressait, enfin, il regardait la tablette et l'autre, il regardait dans une autre direction. Je voulais savoir si c'était un choix de scénographie ou pas. Je vais laisser la parole à toi, Françoise. Alors là, étant myope comme une taupe, j'essaye de regarder en face de moi, c'est-à-dire la consigne que j'ai vue, mais peut-être que je regarde ailleurs, je ne sais pas. C'est à vous de me le dire. On n'a pas eu de vraie consigne, si ce n'est d'essayer de jouer le maximum à la face. Oui, en fait, il fallait jouer à la face pour éviter les contagions. Mais c'est vrai que cette règle a été parfois transgressée parce qu'on est tous testés et on sait qu'on ne risque rien, mais néanmoins, il y a toujours ce risque. Je ne sais pas, je voudrais laisser la parole par exemple à Anne-Laure et Fabien, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, sur le face caméra ou le regard. Je crois qu'on a un peu transgressé la règle, effectivement, on peut le dire. Voilà, donc c'est un exercice particulier parce qu'on n'a pas les corps, donc on est dans un autre type d'intensité, mais ça se joue aussi de fauteuil à fauteuil, et peut-être que même presque malgré nous, il y a des contacts qui se... Il y a le tropisme de l'autre qui se remet en branle, qui te guette au virage à chaque fois. Ouais. Fabien? Moi, je crois avoir essayé, en tout cas, de regarder l'œil de la caméra au moment où je parlais au public. Ouais. Voilà. Et puis le reste, effectivement, c'est ce que disaient les uns les autres. C'est venu comme c'est venu, quoi. Oui, voilà. Fabien, on se sentait très... Quand tu dis ton état, tous les efforts accumulés sur cette propriété à travailler comme un bœuf pour peut-être rien, puisque avec le risque de la vente, on se sentait pris à partie, enfin pris à témoin de ça. C'était très clair, en tout cas comme parti pris. Ouais.
Oui, puis il y a des- Du... Vas-y, attends. Non, mais parce qu'il y a aussi ça dans la pièce, et là, suivant le découpage, c'était présent ou pas, mais il y a des. Et c'était dans la mise en scène, dans ta mise en scène, Olivier, c'est-à-dire que notamment tout ce qui était monologue, et même cette scène de vente de la propriété, étaient des choses adressées au public, en fait, confiées, comme on ferait une confidence à quelqu'un. Donc là, je pense qu'on a un peu un panel de choses qui sont parfois très adressées au public, et puis d'autres scènes. Là, je parle par exemple des miennes qui s'y prêtent moins parce qu'elles sont très en duo, très plus confidentielles et voilà, pas dans une prise à témoin du public. Ouais, je prends juste la parole 2 minutes. Dans la pièce, il y a 3 monologues. Il y a le monologue de Vania que vous avez vu, là où il dit qu'il s'est trompé et tout ça. Il y a un monologue de Sonia où elle parle de l'amour qu'elle a pour Astrophe. Et puis, il y a un monologue d'Elena qui vient d'avoir une confidence de Sonia qu'elle est amoureuse du docteur. Et elle exprime la difficulté pour elle d'aller questionner le docteur pour savoir s'il aime Sonia ou pas. Et ces 3 monologues, moi, j'ai décidé de les adresser au public. Donc, les comédiens cassent le 4e mur et parlent directement au public. Et je trouvais que c'était ces monologues adressés au public donnent à cette pièce toute sa modernité qu'elle a sans l'adresse de ces monologues, bien sûr. Mais vous savez, le théâtre contemporain mélange souvent les plans entre la confidence d'un personnage au public et puis ensuite une scène dialoguée avec un autre personnage. Et on arrivait donc à ce procédé-là avec l'adresse au public. Et ces moments-là étaient vraiment très forts et surtout que ça commence par le prologue de Sonia que vous avez vu, qui est vraiment adressé au public, quoi, comme si on parlait aux gens. Moi, j'avais une question. Enfin, tout d'abord, je voulais toujours vous féliciter pour ce travail parce que on est dans un contexte où il faut très très souvent s'adapter. Et je trouve que là, on n'avait pas l'impression que c'était. Enfin, le côté adaptation a rendu le tout, je trouve, encore plus génial que si on avait juste vu une captation normale, je trouve, parce qu'il y avait tout cet aspect un peu très professionnel et carré qui disparaissait un peu, et il y avait un côté un peu amateur qui rendait le tout très, je sais pas comment dire, plus excitant, je trouve, et très vivant. Et il y avait un aspect déambulatoire que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, du coup, je me demandais comment est-ce que, parce qu'en si peu de temps, comment est-ce que vous avez réussi à vous adapter et à transformer le format qui de base était juste censé être sur le plateau en face de nous, à un format comme ça qui utilise tout le plateau, parce qu'en fait, on était très... on savait pas où on était tout le long, et c'était ça qui était un peu amusant, je trouve, c'est que c'était très indéterminé. Et donc je me demandais comment en si peu de temps vous avez réussi à adapter tout ça et à réfléchir à quels emplacements choisir pour quelle scène. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais... Si, c'est clair. Colline, tu veux bien répondre, s'il te plaît? Merci pour cette question qui nous fait un peu parler aussi de comment on a travaillé. En fait, ça s'est fait très vite parce que ça s'est fait après les annonces du président. Donc, on n'avait pas beaucoup de temps, on n'avait pas vraiment de matériel dédié à ça parce qu'on devait le faire en présentiel avec vous. Du coup, il y a une première idée de le faire chacun chez soi, comme si on avait chacun du coup une vidéo, une vignette Skype, et puis on aurait fait ce dialogue-là à distance. Et puis, collectivement, on s'est un peu dit qu'on trouvait ça dommage de ne pas du tout se voir cette semaine entre nous. Et donc, on a essayé de trouver un moyen de quand même avoir des bouts de la pièce, donc dans tous les cas, trouver des scènes qui puissent un peu résumer les enjeux de la pièce et de pouvoir les faire avec les contraintes sanitaires. Et du coup, c'était un peu logique, ça s'est fait un peu logiquement de sélectionner des scènes à 2 personnages ou 3 maximum. Et ensuite, on devait au début le faire sur le plateau, et puis il y en a un qui est parti sur le gradin à un moment. On s'est dit, tiens, c'est assez joli ce fond aussi, ça donne la perspective du théâtre. Et puis ça s'est fait un peu comme ça. Puis on s'est dit, tiens, si on changeait un peu, si on mettait 3 îlots, 3-4 îlots. Et c'était aussi pratique pour nous parce que les comédiens de la scène d'après peuvent déjà s'installer pendant qu'il y en a qui jouent. Donc c'était plus pratique que d'avoir un seul spot où en fait on tournait. Donc voilà, à la fois des raisons pratiques et puis aussi peut-être plus esthétiques.
Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, oui, merci beaucoup. Ça marchait très bien d'ailleurs sur la scène Sonia et Elena de la confidence. Très bien. On a l'impression que ces deux copines sont allées au cinéma. Ça compte un petit peu avant. Bon, ben, ouais, comment tu te trouves? Il est quand même pas mal. Oui, pas si mal. Et toi? Ouais, ouais, je trouve vraiment bien. D'autant plus que Yann, on te voit à un autre, je ne sais pas si en amont ou en aval, on te voit un peu plus haut sur le gradin à un moment. Non? Voilà. Voilà, on se dit voilà. Donc, ça va se passer au Cinoche cette fois-ci. C'est une version Varlikovskienne de Tchekhov, pourquoi pas. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Quelqu'un à l'heure? Déjà trop tard, sûrement. Il est 15h, et vous reprenez à 15h15, hein, si j'ai bien À 15h15, ouais, on va faire une petite pause. Peut-être on Alors, peut répondre encore à une question de quelqu'un ou quelqu'une d'entre vous? non, pas de question. Sinon, moi, je vais reprendre la main 2 minutes pour vous remercier de votre attention, parce que c'est quand même grâce à vous qu'on a fait tout ça. Parce que si vous n'aviez pas été là, on n'aurait pas dû le faire. Et c'est vrai qu'après les annonces du président, moi j'étais un peu abattu personnellement en me disant on a mis tout ça en place, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Et puis on peut même pas faire ça. Et puis finalement, il y a eu ce sursaut d'idées et d'initiatives et de discussions entre nous. On s'est dit on le fait quand même et on va le faire de cette façon-là. Et ça s'est fait, comme disait Colline, un peu de façon empirique et par élimination. Donc voilà, ce que vous avez vu, c'est le fruit d'une forme de logique éliminatoire, de choses qu'on ne pouvait pas faire, et donc on a gardé ce qui était possible de faire. Voilà, on vous souhaite de bonnes vacances et puis beaucoup de courage pour vos études, parce que si c'est difficile pour les acteurs, c'est sûrement très difficile pour les jeunes d'être comme ça privés du collectif. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la fin de cette année, et à bientôt au théâtre. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci.